Le millionnaire a dit à la serveuse pauvre : « Mademoiselle, cette bague appartenait à ma femme décédée. » Le millionnaire est resté figé à ce qu'elle a dit. Le soleil de Marseille filtrait à travers les grandes fenêtres du Café des Artistes, projetant des rayons dorés sur le sol usé. Camille Girard, une jeune femme de 23 ans, aux cheveux châtains attachés en queue de cheval, essuyait la sueur de son front d'un revers de main tout en équilibrant un plateau chargé de tasses. Ses yeux, d'un vert profond mais cernés par la fatigue, scrutaient la salle bondée. « Camille, table 7, s'il te plaît », lança Martine, la patronne, depuis le comptoir. « J'arrive », répondit-elle en se frayant habilement un chemin entre les tables. Voilà 3 ans que Camille travaillait dans ce petit café du Vieux-Port. 3 ans à enchaîner les doubles services, à sourire malgré l'épuisement, à compter chaque centime pour les médicaments de sa mère. Car Isabelle Girard, clouée au lit dans leur minuscule appartement de la Belle de Mai, luttait contre une maladie dégénérative qui la consumait un peu plus chaque jour. Pendant sa courte pause, adossée contre le mur extérieur du café, Camille fit tourner machinalement l'anneau d'argent qui ornait son annulaire droit. Ce geste était devenu un réflexe, presque une prière silencieuse. Sa mère le lui avait offert pour ses 18 ans, les yeux embués de larmes. « C'est le seul souvenir qui me reste de l'homme que j'ai aimé », avait murmuré Isabelle. « Un homme que je croyais mort depuis longtemps. Garde-le précieusement, ma chérie. C'est tout ce qui reste d'une histoire d'amour qui aurait pu changer nos vies. » Camille n'avait jamais connu son père. Quand elle posait des questions, sa mère se contentait de sourire tristement, évoquant un accident terrible. Des souvenirs perdus, une vie brisée. Avec le temps, Camille avait cessé de demander. « Ta pause est finie, Camille », cria Martine depuis l'intérieur. La jeune femme soupira, rajusta son tablier et retourna dans la chaleur étouffante du café. C'est à ce moment précis qu'il entra. Grand, élégant, la cinquantaine approchant, l'homme dégageait une aura d'autorité naturelle. Son costume sur mesure contrastait avec l'ambiance décontractée du lieu. Pourtant, ce qui frappa Camille, ce fut la mélancolie profonde qui voilait son regard. Il s'installa à une table près de la fenêtre, sortit son téléphone et commença à faire défiler quelque chose sur l'écran, l'air absent. « Je m'occupe du nouveau client », lança Camille à sa collègue en se dirigeant vers l'homme. Laurent Dufresne n'avait pas prévu de s'arrêter dans ce petit café. Son chauffeur l'attendait pour le conduire à une réunion importante, avec des investisseurs japonais. Mais quelque chose l'avait poussé à entrer. Peut-être cette fatigue existentielle qui ne le quittait plus depuis 24 ans, depuis cette nuit pluvieuse, où Isabelle avait disparu dans les flots déchaînés au pied des falaises de Cassis. « Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ?» demanda Camille en sortant son carnet. « Un espresso, s'il vous plaît ?» répondit-il sans lever les yeux. « Rien d'autre ? » ?»« Non, merci. » Sa voix était ferme, mais douce, avec cette intonation particulière des gens habitués à être écoutés. Camille griffonna la commande et tourna les talons quand l'homme l'interpella. « Attendez. Finalement, je prendrai aussi un croissant. » Camille se retourna, souriante. « Bien sûr, monsieur. » C'est alors que cela se produisit. Un rayon de soleil particulièrement vif traversa la fenêtre. Illuminant la main de Camille, l'anneau d'argent qu'elle portait s'embrasa d'un éclat presque surnaturel. Le temps sembla se figer. Laurent Dufresne leva enfin les yeux. Son visage se décomposa instantanément. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Ses mains se mirent à trembler violemment, renversant le porte-menu. « Monsieur, vous vous sentez bien ?» s'inquiéta Camille. Laurent se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tous les clients se tournèrent vers eux. Il saisit la main de Camille, fixant l'anneau avec une intensité terrifiante. « Cet anneau !» murmura-t-il d'une voix étranglée. « Mon Dieu, cet anneau appartenait à ma fiancée décédée. D'où l'avez-vous eu ?» Camille tenta de retirer sa main, effrayée par la réaction de cet inconnu. « Monsieur, lâchez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, » insista Laurent, des larmes se formant dans ses yeux. « Cet anneau, je le reconnaîtrai entre 1000. Je l'ai fait faire spécialement pour Isabelle. Il y a une inscription à l'intérieur. » Camille se figea. « Vous connaissez ma mère. » Ce fut au tour de Laurent d'être frappé par la stupeur. « Votre mère, Isabelle Girard. C'est elle qui m'a donné cet anneau pour mes 18 ans. » Les jambes de Laurent cédèrent. Il se laissa tomber sur sa chaise, le souffle coupé. Des larmes coulaient maintenant librement sur son visage. « Isabelle,
Vivante. C'est impossible. J'ai vu la voiture exploser. Ils m'ont dit qu'elle... Martine s'approcha, l'air menaçant. Tout va bien ici. Oui, s'empressa de répondre Camille. Ne vous inquiétez pas. Puis, se tournant vers Laurent. Que dites-vous? Ma mère me l'a donné. Elle m'a dit que c'était d'un homme qu'elle aimait, mais qu'il était mort il y a longtemps. Laurent sortit son portefeuille d'une main tremblante et en extirpa une vieille photo jaunie. Protégée dans une pochette en plastique, elle montrait un jeune couple souriant, enlacé devant la mer. La jeune femme portait l'anneau d'argent. « C'est ma mère », balbutia Camille, reconnaissant immédiatement le visage juvénile d'Isabelle. « Mais comment ? Je m'appelle Laurent Dufresne. J'étais fiancée à Isabelle Fontaine il y a 24 ans. On m'a dit qu'elle était morte dans un accident de voiture. Son corps n'a jamais été retrouvé. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les bruits du café semblèrent désormais lointains, étouffés. Ma mère a perdu la mémoire dans un accident. Des pêcheurs l'ont retrouvée sur une plage près de la Ciotat. Elle était enceinte. De moi. Laurent ferma les yeux, submergé par l'émotion. « Quel âge avez-vous ? » « 23 ans. » Un sanglot s'échappa de sa gorge. « Mon Dieu, ma fille. Vous êtes ma fille. » Les clients observèrent la scène avec curiosité. Martine fronçait les sourcils, prête à intervenir. Mais Camille était ailleurs. Comme suspendue entre deux réalités, « Je dois voir Isabelle », supplia Laurent. « Je vous en prie, emmenez-moi auprès d'elle. » Camille hésita. Cet homme pouvait être n'importe qui, un escroc, un manipulateur. Mais l'anneau, la photo, et cette douleur sincère dans ses yeux, comment pouvait-il inventer tout cela ? Elle est très malade, prévint Camille. Le choc pourrait, je vous en supplie, murmura Laurent. 24 ans, j'ai passé 24 ans à mourir chaque jour, un peu plus, croyant l'avoir perdu pour toujours. Camille sentit une larme couler sur sa joue. D'un geste décidé, elle retira son tablier. Martine, je dois partir. C'est une urgence. Quoi ? Mais ton service n'est pas terminé. Je suis désolée, c'est une question de vie ou de mort. Sans attendre de réponse, elle prit la main de Laurent et l'entraîna vers la sortie. Venez, dit-elle simplement. Ma mère vous attend depuis trop longtemps. Dans la rue ensoleillée de Marseille, un homme et une jeune femme marchaient d'un pas pressé, unis par un anneau d'argent et 23 ans de silence. Derrière eux, le destin refermait une page et en ouvrait une nouvelle. Tandis que dans un petit appartement de la Belle de Mai, Isabelle Girard, née Fontaine, s'éveillait d'une sieste sans savoir que sa vie allait basculer dans quelques minutes, le taxi s'arrêta devant un immeuble défraîchi de la Belle de Mai. Laurent observait le quartier par la fenêtre, le cœur battant, les façades écaillées, le linge suspendu au balcon, les graffitis sur les murs, tout cela contrastait violemment avec son univers feutré de PDG. « C'est ici », annonça Camille en sortant du véhicule. Laurent régla la course d'une main distraite. Glissant un billet bien trop généreux au chauffeur ébahi, pendant tout le trajet, il n'avait cessé de regarder cette jeune femme, sa fille, cherchant dans ses traits ceux d'Isabelle et les siens. « Elle ne sait rien de vous », prévint Camille en ouvrant la porte d'entrée de l'immeuble. Les médecins disent qu'elle a souffert d'amnésie traumatique. Certains souvenirs sont revenus au fil des années, mais par fragments. L'ascenseur était en panne. Ils montèrent de 4 étages à pied, Laurent s'efforçant de maîtriser son impatience. Devant l'appartement, Camille s'arrêta, hésitante. « Je devrais peut-être entrer d'abord pour la préparer. »« Non, » supplia Laurent. « S'il vous plaît, j'ai attendu 24 ans. » Camille acquiesça et ouvrit doucement la porte. L'appartement était petit, mais impeccablement tenu. Des plantes vertes occupaient le peu d'espace disponible sur le rebord de la fenêtre. Une odeur de soupe aux légumes flottait dans l'air. Sur un mur, des dizaines de photos de Camille à différents âges. « Maman, tu es réveillée, j'ai ramené quelqu'un. » Une voix faible répondit depuis une pièce adjacente. « Camille, tu rentres tôt, qui est avec toi ?» Laurent sentit ses jambes fléchir. Cette voix, malgré les années, malgré la maladie qui l'avait affaibli, c'était indéniablement celle d'Isabelle. Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. « Entre !» murmura Camille, en lui ouvrant la porte de la chambre. La pièce était modeste mais lumineuse. Un lit médicalisé occupait l'essentiel de l'espace, et là, assise contre des oreillers,
un livre sur les genoux et des lunettes sur le nez, se trouvait Isabelle. Le temps avait marqué ses traits. Ses longs cheveux noirs d'autrefois étaient désormais courts et parsemés de gris. Son visage, jadis rond et plein de vie, s'était creusé, mais ses yeux verts que Laurent avait tant aimés et qui lui avaient tant manqué, étaient restés les mêmes. « Bonjour, je suis… » commença Camille, mais elle fut interrompue. « Laurent » souffla Isabelle, les yeux écarquillés, ses lunettes glissant sur son nez. Le livre tomba sur le sol avec un bruit sourd, ses mains se mirent à trembler violemment. « Isabelle » murmura Laurent, incapable de dire plus. Un silence absolu envahit la pièce, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Puis, d'une voix brisée par l'émotion, Isabelle articula « C'est impossible. Tu es mort. Ils m'ont dit que tu étais mort. » Laurent s'approcha du lit, s'agenouillant à côté d'Isabelle. Avec une infinie douceur, il prit ses mains dans les siennes. « Je suis vivant, Isabelle. Et toi aussi. On m'a fait croire que tu étais morte dans cet accident. » Des larmes coulaient librement sur les joues d'Isabelle. Sur celles de Laurent, Camille, debout dans l'embrasure de la porte, observait la scène, bouleversée. « Comment m'as-tu retrouvée ?» demanda Isabelle. Laurent désigna Camille d'un signe de tête. « Notre fille portait ton anneau. » Isabelle tourna son regard vers Camille, puis vers Laurent. « Tu sais, je viens de l'apprendre, » répondit-il en serrant un peu plus fort les mains d'Isabelle. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché quand tes souvenirs sont revenus ?» Isabelle ferma les yeux, submergée par la douleur des souvenirs qui refaisèrent surface. « Quand j'ai commencé à me rappeler de toi, de nous, j'étais déjà malade. Les pêcheurs qui m'avaient trouvée m'avaient donné une nouvelle identité. Isabelle Girard, je vivais dans la pauvreté, avec un enfant à charge. Comment aurais-je pu revenir dans ta vie ? J'avais honte, j'avais peur. » Laurent secouait la tête, incrédule. « J'aurais tout donné pour te retrouver dans n'importe quel état. Je t'ai cherché pendant des années. » Un silence lourd s'installa, chargé de 24 années de non-dits et de souffrances. « Je devrais peut-être vous laisser, » suggéra doucement Camille. « Non », dirent simultanément Laurent et Isabelle. Camille s'approcha timidement du lit. Laurent se redressa et d'un geste hésitant, l'attira contre lui. C'était la première fois qu'il prenait sa fille dans ses bras. L'émotion était si forte qu'il dut fermer les yeux pour ne pas défaillir. « Raconte-moi » demanda Isabelle, sa main cherchant celle de Laurent. « Raconte-moi ce qui s'est passé cette nuit-là, quand ma voiture… » Laurent prit une profonde inspiration. Les souvenirs étaient encore douloureux, même après toutes ces années. « C'était un soir de pluie. Tu devais me rejoindre chez mes parents pour annoncer nos fiançailles. Quand tu n'es pas arrivé, j'ai commencé à m'inquiéter, puis la police a appelé. Ils avaient retrouvé ta voiture au bas des falaises de Cassis, en feu. Des témoins avaient vu le véhicule faire une sortie de route et tomber dans la mer. » La main d'Isabelle se crispa dans celle de Laurent. « Les plongeurs n'ont jamais retrouvé ton corps. Juste l'anneau que je t'avais offert, sur les rochers, j'ai cru devenir fou. J'ai passé des mois à arpenter la côte, espérant que tu avais survécu, que quelqu'un t'avait recueilli. J'étais enceinte, » murmura Isabelle. « Je venais de l'apprendre ce jour-là. J'allais te l'annoncer. Si j'avais su… » Les souvenirs revenaient à Isabelle, comme les pièces éparses d'un puzzle s'assemblant enfin. « Je me souviens de la pluie, des phares qui m'aveuglaient. J'ai essayé de freiner, mais… les freins ne répondaient pas, » compléta Laurent. « Comment le sais-tu » Laurent hésita. « J'ai toujours eu des doutes sur cet accident. La route était dangereuse, certes, mais tu étais une conductrice prudente. J'ai fait mener une enquête, mais sans ton témoignage, sans preuve concrète. » Camille s'assit sur le bord du lit, absorbant chaque mot, toute sa vie. Elle avait cru que son père était un inconnu, peut-être même un homme qui avait abandonné sa mère. Et voilà que la vérité éclatait, plus extraordinaire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Après l'accident, » reprit Isabelle. « Je me suis réveillée chez des pêcheurs, à la Ciotat. Je n'avais aucun souvenir, pas même mon nom. Ils m'ont appelée Isabelle parce que j'avais murmuré ce nom dans mon délire. Le médecin du village a découvert que j'étais enceinte. » Elle regarda tendrement Camille. « Tu es née 8 mois plus tard. Je t'ai élevée seule, avec l'aide de ces gens merveilleux. Quand tu as eu 5 ans, nous sommes venus à Marseille. Je voulais t'offrir une meilleure éducation,
Et tes souvenirs ? Demanda Laurent. Quand sont-ils revenus ? Par bribes. D'abord des sensations, des émotions, puis des visages, des lieux. Ton nom est revenu quand Camille avait environ 10 ans, mais c'était trop tard. Trop de temps avait passé, et puis j'étais déjà malade. Laurent secouait la tête, incapable d'accepter tant d'années perdues. Si seulement j'avais su, je n'ai jamais cessé de t'aimer, Isabelle. Jamais. Soudain, Isabelle fut prise d'une violente quinte de toux. Camille se précipita pour lui donner un verre d'eau et quelques comprimés. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda Laurent. « Alarmée, une maladie auto-immune rare, » répondit Camille. « Elle affecte ses muscles et ses articulations. Les médicaments coûtent une fortune, et les meilleurs spécialistes, je m'en occupe, » déclara fermement Laurent. « Dès maintenant, je vais appeler les meilleurs médecins du pays. De l'Europe entière s'il le faut. » Isabelle voulut protester, mais Laurent posa doucement un doigt sur ses lèvres. « Ne dis rien. Tu as pris soin de notre fille pendant 23 ans. Laisse-moi prendre soin de vous deux maintenant. » Dans l'immeuble voisin. À sa fenêtre, une vieille dame observait la rue quand une luxueuse berline noire s'arrêta devant l'entrée. Elle vit un homme élégant sortir de la voiture et aider une femme malade à s'installer, suivie par une jeune fille qui portait quelques sacs. La vieille dame ne pouvait pas savoir qu'elle assistait à la renaissance d'une famille brisée 24 ans plus tôt. À 50 km de là, dans l'élégante demeure des Dufresne, Geneviève Marchand, la gouvernante, remarquait avec inquiétude l'appel manqué de son employeur et son message laconique « Je ne rentrerai pas ce soir, une urgence personnelle, pour la première fois depuis des années. » Laurent ne dormirait pas dans cette maison où elle veillait jalousement sur lui. Geneviève sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine, comme un sinistre présage. 3 jours s'étaient écoulés depuis les retrouvailles bouleversantes. La clinique Saint-Joseph, établissement privé niché sur les hauteurs de Marseille, accueillait désormais Isabelle dans l'une de ses suites médicalisées. Laurent avait tout arrangé en un temps record, mobilisant son réseau et son influence pour offrir à Isabelle les meilleurs soins possibles. Camille arpentait le couloir immaculé, un gobelet de café à la main. Son monde avait basculé en l'espace de quelques jours. Son patron l'avait licencié pour abandon de poste, mais cela lui semblait désormais insignifiant face aux événements extraordinaires qui bouleversaient sa vie. Mademoiselle Girard. Elle se retourna. Le docteur Moreau, spécialiste en immunologie, s'approchait avec un dossier sous le bras. « Comment va ma mère ?» demanda-t-elle immédiatement. « Nous avons terminé les examens complémentaires », expliqua le médecin. « La maladie est à un stade avancé, mais pas irréversible. Le traitement que nous proposons est novateur, encore expérimental dans certains pays, mais le coût n'est pas un problème. » intervint Laurent qui venait d'arriver derrière eux, 2 cafés à la main. Camille se sentait toujours mal à l'aise face à cette nouvelle réalité. Cet homme, son père, parlait d'argent comme s'il s'agissait de simples chiffres sur un papier. Pour elle qui avait compté chaque centime toute sa vie, c'était déconcertant. « Bien sûr, monsieur Dufresne », acquiesça le médecin. « Nous commencerons dès demain. Les premiers résultats devraient être visibles d'ici 3 semaines. » Après le départ du médecin, Laurent tendit l'un des cafés à Camille. « Tu devrais te reposer. Tu es resté debout toute la nuit. »« Je vais bien », répondit-elle machinalement. Prenant néanmoins le café offert, un silence gêné s'installa entre eux. Comment communiquer après 23 ans d'absence? Que dire à cet étranger qui était pourtant son père? « Camille, commença Laurent, cherchant visiblement ses mots. « Je sais que tout ceci est soudain et perturbant pour toi. » Elle hocha la tête, fixant son gobelet. « C'est juste que, toute ma vie, j'ai cru que mon père était mort ou qu'il nous avait abandonnés. Et soudain, vous apparaissez, et vous êtes riche, » compléta Laurent avec un demi-sourire. « Célèbre, » corrigea Camille. « J'ai cherché votre nom sur Internet hier soir. PDG de Dufresne Technologies, l'une des plus grandes entreprises françaises. C'est intimidant. » Laurent soupira. L'argent, la notoriété, tout cela n'a jamais comblé le vide laissé par ta mère, par vous deux. Si j'avais su que tu existais. La porte de la chambre d'Isabelle s'ouvrit, interrompant leur conversation. Une infirmière sortit en leur adressant un sourire. Elle est réveillée et demande à vous voir. Isabelle était assise dans son lit, l'air déjà plus reposé que les jours précédents. Un léger sourire illumina son visage fatigué quand elle vit Laurent et Camille entrer. « Comment te sens-tu » demanda Laurent en s'asseyant près d'elle. « Mieux »,
répondit-elle. Ces médicaments sont miraculeux. Je n'avais pas ressenti aussi peu de douleur depuis des années. Laurent prit sa main, encore émerveillé de pouvoir la toucher après l'avoir crue morte si longtemps. Le docteur Moreau dit que le nouveau traitement commencera demain. Tout va si vite, murmura Isabelle. J'ai l'impression de vivre un rêve dont on nous a privés pendant trop longtemps, répondit Laurent, une pointe d'amertume dans la voix. Camille observait leurs interactions avec un mélange de fascination et d'appréhension. L'amour qui les unissait était palpable, inaltéré malgré les années. Elle se sentait à la fois incluse dans ce cercle affectif et spectatrice d'une histoire qui la dépassait. « Laurent, dit doucement Isabelle, tu devrais emmener Camille visiter ton entreprise, ta maison. Vous avez tant à rattraper tous les deux. » Camille voulut protester, mais Laurent acquiesça avec enthousiasme. « Excellente idée. Que dirais-tu de cet après-midi, Camille ?» Elle hésita, puis céda face au regard suppliant de sa mère. « D'accord, mais je reviens ce soir. »« Parfait, » sourit Laurent. « Je vais passer quelques coups de fil pour organiser ça. » Il sortit, laissant mère et fille seules. « Tu es sûre que ça va aller ?» demanda Camille. Inquiète, Isabelle serra sa main. « Ma chérie, je n'ai jamais été aussi bien entourée de ma vie. Et toi, comment te sens-tu avec tout ça ? C'est surréaliste, hier encore. J'étais serveuse, m'inquiétant pour ton prochain traitement. Et aujourd'hui, tu es la fille de Laurent Dufresne, compléta Isabelle avec un sourire triste. Je suis désolée de t'avoir caché la vérité si longtemps. Tu ne pouvais pas savoir, la rassura Camille. Et puis, nous nous en sommes bien sortis toutes les deux, non ? Isabelle caressa la joue de sa fille. Tu as été ma force, mon trésor, maintenant. Va découvrir cette partie de toi que tu ne connais pas encore. La voiture de Laurent, une élégante berline conduite par un chauffeur, s'engagea dans l'avenue menant au siège de Dufresne Technologies. Camille regardait défiler le paysage, impressionnée malgré elle par ce monde qui lui était totalement étranger. « J'ai commencé avec 3 employés dans un garage », expliqua Laurent, suivant son regard. « C'était juste après l'accident d'Isabelle. Le travail était ma seule échappatoire à la douleur. Le bâtiment principal était un chef-d'œuvre d'architecture contemporaine, verre, acier et panneaux solaires, formant une structure à la fois imposante et élégante. « C'est magnifique », admit Camille. « Attends de voir l'intérieur. » Lorsqu'ils pénétrèrent dans le hall principal, plusieurs employés s'inclinèrent respectueusement au passage de Laurent. Ils les saluaient par leur nom, s'enquérant parfois d'une famille ou d'un projet. Camille était frappée par la déférence qu'il inspirait, mais aussi par son apparente accessibilité. Monsieur Dufresne, une jeune femme en tailleur impeccable, se précipita vers eux. « Je vous cherchais partout. Les investisseurs japonais sont arrivés plus tôt et... »« Émilie » l'interrompit Laurent. « Je te présente Camille, ma fille. » La jeune femme s'immobilisa, bouche bée. « Pardon, ma fille, » répéta-t-il avec un sourire rayonnant. « C'est une longue histoire que je vous raconterai plus tard. Pour aujourd'hui, reporte tous mes rendez-vous. Je fais visiter l'entreprise à Camille. »« Bien sûr, » balbutia Émilie, dévisageant Camille avec stupéfaction. « Enchantée de vous rencontrer, mademoiselle. Girard, » compléta Camille. « Camille Girard, pour l'instant, » ajouta Laurent. « Nous réglerons cette question administrative plus tard. » La visite dura près de 2 heures. Laurent présentait chaque département avec une fierté évidente, introduisant Camille à des employés clés qui tentaient de masquer leur surprise. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Laurent Dufresne, le célibataire endurci, avait une fille. « Et voici mon bureau », annonça-t-il finalement en ouvrant une double porte, donnant sur une vaste pièce au dernier étage. La vue sur Marseille et la Méditerranée était à couper le souffle. Sur les murs, des photos de Laurent avec des personnalités importantes. Politiciens, entrepreneurs, célébrités, sur son bureau, un unique cadre, la même photo jaunie qu'il avait montrée à Camille au café, le montrant avec Isabelle dans leur jeunesse. « Tu l'as gardée toutes ces années ?» remarqua doucement Camille. « C'était tout ce qui me restait d'elle », répondit Laurent, la voix légèrement brisée. « Maintenant, il faudra que j'en mette une nouvelle, de nous 3. » Il s'assit dans son fauteuil, invitant Camille à prendre place face à lui. « Camille, je sais que tout va très vite, mais j'aimerais que tu considères la possibilité de venir vivre chez moi. »« Avec ta mère, bien sûr, »
Dès qu'elle sortira de la clinique, la jeune femme ne sut que répondre. Quitter son petit appartement pour la demeure d'un milliardaire? Abandonner sa vie modeste mais familière? Je ne sais pas, admit-elle. C'est beaucoup de changements d'un coup. Bien sûr, acquiesça Laurent. Prends ton temps pour réfléchir. Je voudrais juste rattraper le temps perdu. Le téléphone sur le bureau sonna, interrompant ce moment d'intimité. Laurent décrocha, son visage s'assombrissant au fil de la conversation. « Je comprends. J'arrive tout de suite. » Il raccrocha et se leva précipitamment. « C'est ta mère. Elle fait une réaction allergique à l'un des médicaments. À la mansarde Dufresne. » Geneviève Marchand rangeait méthodiquement la chambre de son employeur. 3 jours sans nouvelles, 3 jours d'angoisse sourde. Laurent n'avait jamais disparu ainsi. Sans explication détaillée, son téléphone vibra. Un message d'Émilie, l'assistante personnelle de Laurent, avec qui elle entretenait une relation cordiale, basée sur l'échange d'informations. Incroyable nouvelle. M. Dufresne est revenu avec sa fille. Une jeune femme de 23 ans apparemment. La mère est vivante aussi. Tout le monde est sous le choc. La tasse que tenait Geneviève s'écrasa au sol, projetant des éclats de porcelaine sur le parquet impeccable. Une sueur froide l'envahit tandis que son cœur s'emballait douloureusement. Isabelle. Vivante. Impossible. Elle avait vu la voiture tomber de la falaise. Elle avait entendu l'explosion. Elle avait... Ses mains tremblantes cherchèrent appui sur le meuble le plus proche. Si Isabelle était vivante, si elle parlait, tout son monde s'écroulerait. 24 ans de secret, de culpabilité soigneusement enfouie, d'un geste fébrile, elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « Jacques, c'est Geneviève, nous avons un problème. » L'alerte à la clinique s'était finalement révélée moins grave que redoutée. L'allergie d'Isabelle, bien que spectaculaire avec son urticaire et sa respiration sifflante, avait été rapidement maîtrisée par l'équipe médicale. Laurent et Camille avaient empassé la nuit à son chevet, rassurés de la voir somnoler paisiblement sous l'effet des antihistaminiques. « Tu devrais rentrer te reposer », suggéra Laurent à Camille, alors que l'aube pointait à travers les stores de la chambre d'hôpital. « Et toi ?» demanda-t-elle, les yeux cernés. « Je vais rester encore un peu. » Camille hésita, puis céda, épuisée. « D'accord, mais je reviens en début d'après-midi. » Une fois seul avec Isabelle endormie, Laurent se perdit dans la contemplation de ce visage qu'il avait cru ne jamais revoir. Malgré les marques laissées par la maladie et les années, il retrouvait l'essence même de la femme qu'il avait aimée. Qu'il aimait toujours. Son téléphone vibra, le tirant de sa rêverie, un message de Thomas Leroy, son directeur financier et ami de longue date. « Besoin de te voir urgemment. Anomalie découverte. Appelle-moi. » Fronçant les sourcils, Laurent composa le numéro. Thomas. « Qu'est-ce qui se passe? Laurent, enfin, où es-tu? Tout le monde parle de ta fille mystérieuse, mais personne ne... » Plus tard, Thomas, tu mentionnais des anomalies. Un silence, puis... C'est délicat par téléphone. Disons que certains transferts de fonds, inhabituels, ont été effectués ces derniers mois depuis les comptes de la résidence. Des sommes importantes. Geneviève a signé pour la plupart d'entre eux, avec ton autorisation écrite. Mon autorisation, je n'ai jamais... Laurent s'interrompit. Soudain alerte. Continue à creuser, discrètement, je passerai au bureau cet après-midi. Il raccrocha, troublé. Geneviève, sa gouvernante depuis plus de 30 ans, était d'une fidélité à toute épreuve, du moins le croyait-il, à 15 kilomètres de là. Dans la somptueuse propriété des Dufresne, Geneviève s'affairait avec une énergie nerveuse, après avoir reçu la confirmation par son contact à la clinique qu'Isabelle Fontaine était bien vivante. Elle avait passé la nuit à établir des plans d'urgence. Dans sa chambre sous les combles, elle ouvrait des tiroirs, fouillait des boîtes, rassemblant passeports et documents d'identité. Un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter. Madame Marchand. Elle reconnut la voix de Marcel, le jardinier qui travaillait pour les Dufresne depuis presque aussi longtemps qu'elle. « Oui, Marcel », répondit-elle en entr'ouvrant sa porte, dissimulant l'intérieur de sa chambre. « Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles de monsieur. Cela fait 3 jours et... »« Monsieur va bien », le coupa-t-elle sèchement. « Il est occupé avec... des affaires personnelles. Il reviendra quand il le jugera nécessaire. » Le vieil homme plissa les yeux, suspicieux. « C'est curieux.
La femme de ménage m'a dit avoir entendu que monsieur aurait retrouvé une fille et même que mademoiselle Isabelle serait vivante. Geneviève sentit son sang se glacer en ce « Des commérages ridicules. Vous connaissez monsieur aussi bien que moi, Marcel. S'il avait une fille, ne le saurions-nous pas ?»« Peut-être, » concéda le jardinier. « Ou peut-être pas, monsieur a toujours été secret concernant sa vie privée, surtout après l'accident de mademoiselle Isabelle. »« Justement, » s'empressa d'ajouter Geneviève. « Nous savons tous que mademoiselle Isabelle est morte dans cet accident tragique. J'étais là quand la police a appelé. » Marcel hocha lentement la tête, pas entièrement convaincu. « Si vous le dites, madame Marchand, si vous le dites, » lorsqu'il redescendit, Geneviève ferma sa porte et s'y adossa, le cœur battant. Les rumeurs circulèrent déjà. Il fallait agir vite. Elle sortit de sous son matelas un petit carnet rouge, relique jaunissante d'une autre époque, son journal intime, commencé plus de 30 ans auparavant, quand elle était entrée au service des Dufresne à 28 ans. Elle l'ouvrit à une page marquée d'un ruban noir, datée de la veille de l'accident d'Isabelle. « Demain, tout sera terminé », avait-elle écrit de son écriture serrée. « J'ai préparé la voiture comme Jacques me l'a montré. Laurent souffrira, bien sûr, mais avec le temps, il comprendra que c'était pour son bien. Cette fille n'était pas assez bien pour lui. Moi seule connais ses besoins, ses désirs. Un jour, il me verra enfin. » Geneviève frissonna en relisant ces mots, témoin d'une obsession qui ne l'avait jamais quittée. Elle arracha la page, puis plusieurs autres, les réduisant en minuscules fragments qu'elle brûla dans un cendrier, mais même les cendres ne pouvaient effacer les actes. Au siège de Dufresne Technologies, Laurent venait de terminer une réunion d'urgence avec son équipe juridique, et Thomas. Les transferts ont commencé il y a environ 6 mois, expliquait ce dernier en faisant défiler des tableaux sur son écran. D'abord de petites sommes, puis de plus en plus importantes, toutes dirigées vers des comptes offshore. La signature numérique est bien la tienne, mais je n'ai jamais autorisé ces transferts, affirma Laurent, glacial. L'avocat de la société intervint. Madame Marchand disposait d'une procuration pour gérer les affaires courantes de la résidence, mais ces montants dépassent largement ce cadre. « Combien au total ?» demanda Laurent. « Près de 2 millions d'euros, » répondit Thomas. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Laurent se massa les tempes, assimilant l'information. « Je veux une enquête discrète mais exhaustive, » ordonna-t-il finalement. « Et contactez Antoine Mercier. » Le détective privé, s'étonna Thomas. Oui, j'ai toujours eu des doutes sur l'accident d'Isabelle. Maintenant qu'elle est vivante et qu'on découvre ses malversations, l'avocat se racla la gorge. Monsieur Dufresne, vous réalisez que nous parlons d'événements survenus il y a 24 ans. Les preuves, s'il y en a jamais eu, ont probablement disparu depuis longtemps. Peut-être pas, répondit Laurent. Isabelle est vivante, et elle commence à se souvenir. Et si Geneviève détourne de l'argent maintenant, qui sait ce qu'elle cachait déjà à l'époque? Son téléphone sonna. Camille, papa. Sa voix tremblait légèrement, et Laurent fut frappé par ce mot qu'elle utilisait pour la première fois. Maman demande à te voir. Elle dit qu'elle se souvient de quelque chose d'important sur l'accident. Camille raccrocha, encore étonnée d'avoir naturellement appelé Laurent « papa ». Le mot était sorti spontanément, comme si une partie d'elle-même l'avait toujours su. Elle se tourna vers sa mère qui, assise dans son lit d'hôpital, semblait plus alerte que ces derniers jours. « Il arrive », annonça-t-elle. Isabelle hocha la tête. L'air grave. « Les médicaments ont clarifié mon esprit. C'est comme si un brouillard se dissipait après 24 ans. Qu'as-tu retrouvé? Des images, des sensations ?» Isabelle ferma les yeux. « Je me souviens avoir remarqué quelque chose d'étrange sur ma voiture, avant de partir ce soir-là. Une tache sombre sous le véhicule. J'ai pensé à une fuite d'huile, mais je n'avais pas le temps de vérifier. Tu crois que quelqu'un aurait pu saboter ta voiture ?» demanda Camille, horrifiée. « Je me souviens aussi d'une silhouette, une femme qui rôdait près du garage des Dufresne l'après-midi précédant l'accident. Une femme. Qui... Je n'arrive pas à voir son visage, soupira Isabelle, frustrée. Mais Laurent saura peut-être. Marcel, le vieux jardinier, regardait par la fenêtre de sa modeste maison située à l'extrémité du domaine Dufresne. Quelque chose le troublait profondément dans l'attitude de Geneviève. Il ouvrit un tiroir de sa commode et en sortit une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, une clé USB et des négatifs photographiques jaunis par le temps,
Des images qu'il avait prises 24 ans plus tôt avec son vieil appareil, Marcel avait toujours eu l'habitude de photographier les jardins à travers les saisons. Documentant son travail, ce jour-là, il avait capturé par hasard quelque chose d'autre. Geneviève, accroupie sous la voiture d'Isabelle, un outil à la main, il n'y avait pas prêté attention à l'époque. Mais après l'accident, un doute l'avait effleuré, vite réprimé par loyauté envers la maison Dufresne. Aujourd'hui, ce doute ressurgissait, plus puissant que jamais. Sa décision était prise. Il allait parler à Laurent dès son retour. Ce qu'il ignorait, c'est que Geneviève, derrière sa fenêtre, l'observait à travers des jumelles, et qu'elle avait reconnu la boîte métallique qu'il tenait entre ses mains. La gouvernante décrocha son téléphone. « Jacques, c'est encore moi. Nous avons un autre problème à régler, rapidement. » La clinique Saint-Joseph baignait dans la lumière dorée du crépuscule lorsque Laurent y arriva, le visage tendu par l'inquiétude. Antoine Mercier, le détective privé, l'accompagnait. Un homme discret aux tempes grisonnantes et au regard perçant. « Attendez-moi ici », demanda Laurent en laissant le détective dans le couloir. « Je vous présenterai à Isabelle quand le moment sera venu. » Il pénétra dans la chambre où Isabelle et Camille l'attendaient. La transformation d'Isabelle le frappa immédiatement, assise droite dans son lit, les yeux brillants d'une lucidité nouvelle. Elle semblait avoir rajeuni de 10 ans. Les traitements commençaient à faire effet. « Laurent ?» dit-elle en lui tendant la main. « Merci d'être venu si vite. » Il s'approcha, l'embrassa tendrement sur le front. « Camille m'a dit que tu te souvenais de quelque chose. » Isabelle hocha la tête. Des fragments, mais très nets, comme des photographies qui surgissent d'un album oublié. Elle raconta alors sa vision. La tache sous la voiture, la silhouette féminine près du garage. « As-tu une idée de qui cela pourrait être ?» demanda-t-elle finalement. Laurent échangea un regard avec Camille avant de répondre. « Je crois que oui. Et j'ai découvert autre chose aujourd'hui qui renforce mes soupçons. » Il leur expliqua les détournements de fonds découverts par Thomas. L'implication de Geneviève, sa gouvernante de longue date. « Geneviève ?» répéta Isabelle, fronçant les sourcils. « Ce nom me dit quelque chose. » « Elle travaillait déjà pour mes parents quand nous nous sommes rencontrés, » précisa Laurent. « Une femme discrète, efficace. Je lui faisais une confiance absolue. Elle avait accès à ma voiture ce jour-là, à tout dans la maison. Elle possédait toutes les clés, connaissait tous les codes. » Un silence lourd s'installa, chargé d'implications terrifiantes. « Mais pourquoi ?» intervint Camille. « Quel motif aurait-elle eu de vouloir tuer maman ?» Laurent hésita, embarrassé. « Geneviève a toujours été particulièrement dévouée à mon égard. Je n'y ai jamais prêté attention. Mais avec le recul, elle était amoureuse de toi, » compléta Isabelle, comme si un voile se déchirait dans sa mémoire. « Je me souviens maintenant, sa façon de te regarder quand tu avais le dos tourné, son expression quand tu m'embrassais. J'en avais parlé à ma sœur. Elle m'avait dit que j'étais paranoïaque. Tu n'avais pas de sœur, » corrigea doucement Laurent. Isabelle porta la main à sa bouche. « C'est vrai, je confonds encore certains souvenirs. » Laurent se tourna vers la porte. « J'ai amené quelqu'un qui pourrait nous aider à éclaircir tout ça. » Il fit signe à Antoine Mercier d'entrer et lui présenta Isabelle et Camille. « Monsieur Mercier est détective privé, » expliqua Laurent. « Il a accepté de reprendre l'enquête sur ton accident. » Le détective s'inclina légèrement. « Madame, mademoiselle, Monsieur Dufresne m'a exposé la situation, c'est un cas inhabituel, mais fascinant. « Pouvez-vous vraiment découvrir la vérité après tant d'années ?» demanda Camille. Sceptique, « Les crimes parfaits n'existent pas, » répondit Mercier. « Il y a toujours des traces, des témoins, des documents. Si cette Geneviève a effectivement saboté la voiture, quelqu'un a forcément remarqué quelque chose. » Son téléphone vibra. Il consulta l'écran et fronça les sourcils. « Justement, mes assistants ont commencé à creuser dans les archives. L'un d'eux vient de retrouver le rapport de police original. Apparemment, un témoin avait mentionné avoir vu quelqu'un près de la voiture d'Isabelle peu avant l'accident. »« Un témoin » s'étonna Laurent. « Je n'en ai jamais entendu parler. Son témoignage a été jugé non pertinent à l'époque. Un vieil homme qui promenait son chien, vision nocturne incertaine. Les enquêteurs ont conclu à un accident dû aux mauvaises conditions météorologiques. » Isabelle ferma les yeux. Concentrée, je me souviens de la pluie, des essuie-glaces qui n'arrivaient pas à suivre. J'ai appuyé sur le frein en arrivant au virage et rien ne s'est passé, compléta Laurent. C'est ça, elle acquiesça. J'ai essayé plusieurs fois. La pédale s'enfonçait mais sans effet. J'ai tenté le frein à main.
Mais la voiture a dérapé sur la route mouillée. Puis le garde-fou a cédé et... Sa voix se brisa. Camille serra sa main, bouleversée par ce récit. « Madame Dufresne », intervint Mercier. « Nous avons besoin de votre autorisation écrite pour accéder à votre dossier médical de l'époque. »« Je ne suis pas Madame Dufresne », corrigea doucement Isabelle. Laurent saisit sa main. « Tu pourrais l'être, si tu le souhaitais. » Un sourire timide illumina le visage d'Isabelle. 24 ans de retard pour une demande en mariage ? Mieux vaut tard que jamais, répondit-il en souriant à son tour. Camille observait cet échange avec émotion, témoignant d'un amour que ni le temps ni la tragédie n'avaient pu effacer. Le téléphone de Laurent sonna soudain. Brisant ce moment d'intimité, le numéro affiché était celui de la résidence Dufresne. « Oui », répondit-il, tendu. La voix de Marcel, le jardinier, résonna, inhabituellement agité. « Monsieur Dufresne, je dois vous parler de toute urgence. C'est à propos de Madame Marchand et de l'accident de Mademoiselle Isabelle. » Laurent se raidit. « Marcel, que savez-vous exactement ? » ?»« J'ai des photos, monsieur. Des photos de ce jour-là. Je n'avais pas compris à l'époque. Mais maintenant que j'entends les rumeurs sur Mademoiselle Isabelle qui serait vivante... » « Marcel, écoutez-moi attentivement. Ne parlez à personne d'autre. Je viens vous chercher immédiatement. » Il raccrocha, le visage soudain blême. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Camille, alarmée. « Marcel, mon jardinier, prétend avoir des preuves photographiques contre Geneviève. » Il se tourna vers Mercier. « Vous venez avec moi. Je préfère que quelqu'un d'expérimenté examine ces documents. » Le détective acquiesça, déjà prêt à partir. « Je viens aussi, » déclara fermement Camille. « Non, » intervint Isabelle. « Reste avec moi, s'il te plaît. J'ai un mauvais pressentiment. » Laurent hésita. Déchiré entre l'urgence de la situation et la crainte de les laisser seuls, « Je vais demander à ce qu'on renforce la sécurité ici, » décida-t-il finalement. « Personne n'entrera dans cette chambre sans autorisation spéciale. » Il embrassa Isabelle, serra brièvement Camille dans ses bras, puis quitta la pièce avec Mercier, laissant derrière lui une atmosphère lourde d'appréhension. La nuit était tombée quand la voiture de Laurent s'engagea sur le chemin menant à la résidence Dufresne. De loin, il aperçut une lueur orange qui illuminait anormalement le ciel. « Mon Dieu !» murmura-t-il en accélérant brusquement, au détour du chemin. Le spectacle qui s'offrit à eux les glaça d'effroi. La petite maison de Marcel, située à l'extrémité du domaine, était en flammes. Plusieurs véhicules de pompiers s'affairèrent déjà autour du brasier, projetant leurs puissants jets d'eau sur l'incendie qui dévorait la structure. Laurent bondit hors de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. « Marcel !» cria-t-il en courant vers un officier des pompiers. « Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur ?» L'homme secoua gravement la tête. « Nous avons retrouvé une victime, monsieur. Impossible de l'identifier pour l'instant, mais d'après la position du corps... » Laurent chancela. « Soutenu in extremis par Mercier, les causes, demanda le détective, son instinct professionnel prenant le dessus. Trop tôt pour le dire avec certitude, mais l'incendie semble être parti de plusieurs foyers simultanément. La police scientifique va prendre le relais dès que nous aurons maîtrisé les flammes. Mercier échangea un regard lourd de sens avec Laurent. Un incendie criminel donc. Monsieur Dufresne. Une femme d'âge mûr accourait vers eux. L'air bouleversé, Laurent reconnut Marie, la cuisinière. Marie, que s'est-il passé ? C'est affreux, monsieur, le pauvre Marcel. Et Madame Marchand qui a disparu. Comment ça ? Disparu, demanda Laurent, soudain en alerte. Elle a fait ses valises cet après-midi. Pierre, le chauffeur, l'a vue charger plusieurs bagages dans sa voiture personnelle. Quand je lui ai demandé où elle allait, elle a prétendu que vous lui aviez accordé des vacances. Laurent et Mercier échangèrent un nouveau regard. A-t-elle mentionné sa destination ? Interrogea le détective. Non, mais Pierre a remarqué un billet d'avion qui dépassait de son sac, pour l'Espagne, il me semble. Mercier sortit immédiatement son téléphone. Je contacte mes collègues à la police des frontières. Si elle tente de quitter le pays, Laurent n'écoutait plus, hypnotisé par les flammes qui dévoraient les dernières preuves de la culpabilité de Geneviève, ainsi que le témoin qui aurait pu la confondre. Après 24 ans, le monstre qui avait détruit sa vie sortait enfin de l'ombre, mais continuait à semer la mort sur son passage. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Sauce, étrangère suspecte a tenté d'entrer dans la chambre de maman. Sécurité l'a interceptée. Elle avait une seringue. » Le cœur de Laurent battait à tout rompre.
tandis que sa voiture filait à travers les rues désertes de Marseille en direction de la clinique. À côté de lui, Antoine Mercier multipliait les appels, mobilisant ses contacts dans la police. « L'aéroport est en alerte », annonça le détective en raccrochant. « Si Geneviève tente de prendre un vol, elle sera interceptée. Quant à la femme arrêtée à la clinique, la police est déjà sur place. » Laurent acquiesça machinalement, l'esprit tourmenté par des images terrifiantes, Marcel piégé dans les flammes, Isabelle menacée par une inconnue armée d'une seringue. Geneviève semblait avoir orchestré une opération coordonnée pour effacer toute trace de son crime passé. « Nous y sommes !» dit-il en apercevant les gyrophares de police qui illuminaient l'entrée de la clinique. L'établissement bourdonnait d'activité malgré l'heure tardive. Des agents de sécurité supplémentaires patrouillaient dans les couloirs et 2 policiers en uniforme gardaient l'entrée de l'aile privée où se trouvait la chambre d'Isabelle. « Monsieur Dufresne !» l'accueillit le commissaire Lefort, un homme trapu au regard vif. « Votre fille et Madame Girard sont saines et sauves. Je tiens à vous rassurer immédiatement. » Laurent laissa échapper un soupir de soulagement. Que s'est-il passé exactement? Une femme s'est présentée à l'accueil en prétendant être une cousine de Madame Girard. Elle portait une blouse d'infirmière visiblement volée dans les vestiaires du personnel. L'agent de sécurité que vous aviez posté devant la chambre a exigé une pièce d'identité, ce qui l'a déstabilisée. Dans la confusion qui a suivi, elle a fait tomber son sac, révélant une seringue remplie d'un liquide non identifié. « Avez-vous pu l'interroger » demanda Mercier, sortant sa carte professionnelle pour se présenter. Elle refuse de parler, mais nous avons trouvé son téléphone. Les derniers appels reçus proviennent d'un certain Jacques Mercier. Ce nom vous dit-il quelque chose? Laurent secoua la tête, mais Mercier tiqua. « Jacques Mercier, vous êtes sûr de ce nom ?» Affirmatif. Vous le connaissez? Jacques Mercier était mécanicien chez Dufresne Technologies il y a environ 25 ans, expliqua le détective. Il a été licencié pour faute grave, vol de matériel si je me souviens bien. Laurent écarquilla les yeux. Comment savez-vous cela? J'ai travaillé sur une affaire concernant votre entreprise à l'époque. Je commençais tout juste comme détective privé. Monsieur Dufresne, une infirmière s'approchait. Votre fille vous demande. Laurent se précipita vers la chambre d'Isabelle, laissant Mercier poursuivre sa conversation avec le commissaire. Camille l'attendait dans le couloir, le visage pâle mais déterminé. « Papa » murmura-t-elle en se jetant dans ses bras. Il la serra contre lui, encore étonné par la force des sentiments que ce simple mot « papa » éveillait en lui. « Tout va bien, ma chérie, je suis là maintenant. » C'était terrifiant, admit-elle en s'écartant légèrement. Cette femme avait un regard, vide, comme si elle exécutait une mission sans y réfléchir. « Tu as fait preuve d'un sang-froid remarquable », la félicita Laurent. « Comment va ta mère ?» Secouée, mais elle tient bon, les médecins lui ont donné un léger sédatif pour qu'elle puisse se reposer. Ils entrèrent dans la chambre où Isabelle somnolait. Un agent de sécurité discret posté près de la fenêtre. Laurent s'approcha du lit et effleura doucement la joue d'Isabelle qui ouvrit les yeux. « Laurent » murmura-t-elle avec un faible sourire. « Tu es revenu. Je ne vous quitterai plus » promit-il en prenant sa main. « Ni toi, ni Camille. » Isabelle fronça les sourcils, soudain plus alerte. « Marcel, tu devais voir Marcel pour les photos. » Laurent hésita, ne voulant pas l'inquiéter davantage. Mais le regard perspicace d'Isabelle l'incita à la vérité. Il y a eu un incendie. Marcel n'a pas survécu. Isabelle porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, c'est elle, n'est-ce pas, Geneviève? Nous n'avons pas encore de preuves formelles, mais tout l'indique, elle a disparu de la résidence cet après-midi. Elle ne s'arrêtera pas, » murmura Isabelle, les yeux écarquillés par une peur viscérale. « Elle a déjà tué une fois. Enfin, essayez, elle recommencera. » Camille s'assit sur le bord du lit. « La police la recherche, elle ne peut pas aller bien loin. » La porte s'ouvrit sur Antoine Mercier, le visage grave. « Je dois vous parler, monsieur Dufresne. En privé, si possible. » Laurent hésita, puis acquiesça. « Je reviens tout de suite, » promit-il à Isabelle et Camille, dans le couloir. Mercier l'entraîna vers une zone déserte. La femme arrêtée ce soir s'appelle Sandrine Lenoir. Elle travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite jusqu'à récemment. Quel rapport avec Geneviève? Selon les messages retrouvés sur son téléphone, elle a une dette envers ce Jacques Mercier. Il lui a demandé ce service en échange de l'effacement de cette dette. Quel genre de dette? Jeu. Probablement, les messages font référence à des tables et des jetons. Laurent secoua la tête, dégoûté. Geneviève a donc un complice, ce Jacques Mercier.
C'est ce que je pense, et il y a autre chose, ajouta Mercier en baissant la voix. La substance dans la seringue, c'était du potassium concentré, injecté par intraveineuse. Cela aurait provoqué un arrêt cardiaque quasi instantané, indétectable lors d'une autopsie sommaire, surtout chez une patiente déjà gravement malade. Laurent pâlit. Un assassinat qui aurait pu passer pour une mort naturelle. Exactement. Cette Geneviève ne laisse rien au hasard. Le téléphone de Laurent vibra. Un numéro inconnu. Il décrocha, méfiant. « Allô. Bonsoir, Laurent. » La voix de Geneviève, reconnaissable entre mille, le figea sur place. « Je suppose que ta soirée est assez mouvementée. »« Geneviève » articula-t-il, faisant signe à Mercier qui sortit immédiatement son propre téléphone pour lancer un traçage. « Où es-tu » Un petit rire sec lui répondit. « En sécurité, contrairement à ta précieuse Isabelle, Sandrine a échoué, mais ce n'était qu'une première tentative maladroite. » Pourquoi ? Geneviève. Pourquoi vouloir tuer Isabelle ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Elle t'a pris à moi, cracha la gouvernante, sa voix soudain déformée par la rage. Tu étais destinée à me voir, à m'aimer. J'ai tout sacrifié pour toi pendant 30 ans. J'ai veillé sur toi, anticipé tes besoins, créé un foyer parfait. Tu as essayé de tuer la femme que j'aimais. Tu as provoqué l'accident qui a failli lui coûter la vie. Tu as brûlé Marcel dans sa maison. Un silence. Puis, Marcel était un imbécile. Il aurait dû brûler ses photos depuis longtemps. L'aveu, si froid, si détaché, glaça Laurent jusqu'à la moelle. Tu ne t'en sortiras pas, Geneviève. La police te recherche. Je serai loin avant qu'ils ne comprennent quoi que ce soit, mais ne t'inquiète pas. Je n'ai pas fini avec Isabelle, ni avec cette fille qui n'aurait jamais dû naître. La menace contre Camille déclencha une vague de fureur chez Laurent. Si tu touches à un seul de leurs cheveux, tu feras quoi, Laurent ? Tu pleurnicheras comme tu l'as fait pendant 24 ans sur ta pauvre fiancée disparue. Pathétique. La communication fut brutalement coupée. Laurent fixa son téléphone, tremblant de rage et d'impuissance. « Nous avons une localisation approximative », annonça Mercier. « Elle est encore à Marseille, dans le secteur du Vieux-Port. L'aéroport, le port maritime, la gare. Elle a le choix pour s'enfuir, » murmura Laurent. « La police est en route, et j'ai des hommes à moi qui surveillent ces points de sortie. » Laurent acquiesça, reconnaissant pour l'efficacité du détective. « Je dois retourner auprès d'Isabelle et Camille. Elles ont besoin de savoir. » Quand il revint dans la chambre, Camille était assise près de sa mère, lui tenant la main. Toutes deux levèrent vers lui un regard interrogateur. C'était Geneviève au téléphone, annonça-t-il sans préambule. Elle a pratiquement avoué tout. L'accident, l'incendie chez Marcel, la tentative de ce soir. Mon Dieu, souffla Isabelle. Elle est complètement folle. Elle est surtout très dangereuse, corrigea Laurent. Et déterminée, elle a menacé de s'en prendre à vous deux à nouveau. Camille se redressa, son visage reflétant une détermination nouvelle. Nous ne la laisserons pas faire. Certainement pas, confirma Laurent. J'ai décidé de vous transférer toutes les deux dès demain matin. Un avion médicalisé vous emmènera dans une clinique privée en Suisse. Vous y serez en sécurité le temps que la police arrête Geneviève. Et toi ? Demanda Isabelle, inquiète. Je reste ici. Je dois régler cette affaire une fois pour toutes. Camille secoua vigoureusement la tête. Hors de question. Nous restons ensemble. Tous les trois. Laurent allait protester quand son téléphone vibra à nouveau. Mercier cette fois. Oui, la police l'a repérée au terminal des ferries, annonça le détective. Elle s'apprête à embarquer pour l'Algérie, ils sont en train de l'intercepter. Laurent activa le haut-parleur pour que Isabelle et Camille puissent entendre. Les secondes s'égrenaient, interminables. Laurent. La voix de Mercier revint, tendue. Elle a résisté à l'interpellation. Il y a eu une bousculade près de la passerelle d'embarquement. Elle est tombée à l'eau. Et les plongeurs la cherchent. Mais avec les courants nocturnes et la température de l'eau, le silence qui suivit était éloquent. Isabelle et Camille échangèrent un regard où le soulagement se mêlait à l'incrédulité. « Tenez-moi informé », dit simplement Laurent avant de raccrocher. Était-ce vraiment terminé ? Geneviève avait-elle réellement disparu dans les eaux noires du port de Marseille ? Ou était-ce encore une mise en scène, un nouveau chapitre dans cette obsession meurtrière vieille de 24 ans ? Une chose était certaine. Pour la première fois depuis qu'il avait retrouvé Isabelle et découvert l'existence de Camille, Laurent sentait un poids immense s'alléger sur ses épaules.
Peut-être pouvaient-ils enfin envisager un avenir sans ombre, sans peur, ensemble. Une semaine s'était écoulée depuis la chute de Geneviève dans les eaux du port de Marseille. Les plongeurs avaient de sonder les profondeurs pendant 3 jours avant d'abandonner les recherches. Aucun corps n'avait été retrouvé, mais les experts étaient formels. Avec les courants violents et la température de l'eau, les chances de survie étaient quasiment nulles. La vie avait doucement repris son cours pour la famille nouvellement réunie. Isabelle, dont l'état s'améliorait de jour en jour grâce aux traitements innovants, avait été transférée dans une aile privée de la résidence Dufresne, spécialement aménagée pour son confort. Camille s'était installée dans une chambre adjacente, encore hésitante à considérer cette demeure luxueuse comme son foyer. Ce matin-là, Laurent prenait son petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée, parcourant distraitement ses emails sur sa tablette. Il sursauta lorsque Camille apparut silencieusement à ses côtés. « Tu es déjà debout ?» s'étonna-t-il en consultant sa montre. « Il est à peine 8 heures. »« Je n'arrive pas à m'habituer à dormir aussi tard », avoua-t-elle en se servant une tasse de café. « Pendant des années, j'étais debout à 5 heures pour préparer les médicaments de maman avant d'aller au café. » Laurent l'observa avec un mélange d'admiration et de culpabilité. Sa fille avait dû grandir trop vite, porter des responsabilités qui n'auraient jamais dû être les siennes. « Tu as reçu une réponse de la faculté de médecine ?» demanda-t-il pour changer de sujet. Le visage de Camille s'illumina. « Oui, ils m'ont accepté pour le semestre de janvier. J'ai encore du mal à y croire. »« Je n'en ai jamais douté, » sourit Laurent. « Tu as l'intelligence et la détermination nécessaires. » Une ombre passa sur le visage de la jeune femme. « J'espère que je ne décevrai personne, je n'ai pas eu une éducation aussi... » « Arrête !» l'interrompit doucement Laurent. « Tu as survécu dans des conditions que je n'aurais probablement pas supportées. Tu as soigné ta mère, travaillé pour vous faire vivre. C'est une force que l'on n'apprend pas dans les grandes écoles. » Camille lui sourit timidement, encore peu habituée à ces moments de complicité père-fille qui se multipliaient pourtant au fil des jours. « Comment va maman ce matin ? Elle dormait encore quand j'ai vérifié, » répondit Laurent. Le médecin a dit que le sommeil faisait partie du processus de guérison. Le téléphone de Laurent vibra sur la table. Le nom d'Antoine Mercier s'afficha. « Mercier, du nouveau ?» demanda-t-il en décrochant. « Bonjour Laurent, oui, et c'est important. Puis-je passer vous voir immédiatement ?» Quelque chose dans le ton du détective mit Laurent en alerte. « Bien sûr, nous prenons le petit déjeuner sur la terrasse. » 30 minutes plus tard. Antoine Mercier franchissait les porte-fenêtres, une épaisse enveloppe sous le bras. Malgré l'heure matinale, il était impeccablement vêtu, mais les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit blanche. Camille, Monsieur Mercier, les présenta brièvement Laurent. « Je vous en prie, asseyez-vous. Vous semblez avoir passé une nuit difficile. » Le détective accepta avec reconnaissance la tasse de café que lui tendait Camille. « En effet, j'ai travaillé tard sur votre dossier, et ce que j'ai découvert change tout. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs documents qu'il étala sur la table. Premièrement, nous avons formellement identifié le corps retrouvé dans la maison de Marcel. Les analyses ADN confirment qu'il s'agit bien de lui. L'autopsie révèle qu'il a été assommé avant l'incendie, probablement inconscient quand les flammes ont dévoré la maison. Laurent ferma brièvement les yeux. Accablé par la confirmation de ce meurtre odieux, pauvre Marcel. Deuxièmement, poursuivit Mercier, la police scientifique a récupéré quelques fragments d'une boîte métallique dans les décombres. À l'intérieur, des restes de négatifs photographiques calcinés. Malheureusement, rien d'exploitable. Les preuves que Marcel voulait me montrer, murmura Laurent. Mais le plus important, c'est ceci. Mercier sortit un rapport de police officiel. Les images de vidéosurveillance du port confirment que Geneviève est bien tombée à l'eau. Cependant, il fit glisser une série de photos granuleuses, captures d'écran de caméras de sécurité. Sur la dernière, on distinguait clairement une silhouette émergeant de l'eau à plusieurs centaines de mètres du lieu de la chute, aidée par un individu sur un petit bateau. Elle a survécu, constata Camille, blême, et elle n'était pas seule, confirma Mercier. Nous avons identifié l'homme sur le bateau, Jacques Mercier, l'ancien mécanicien licencié de Dufresne Technologies. Leur complicité remonte visiblement à très loin. « Où sont-ils maintenant ?» demanda Laurent, tendu. « Nous l'ignorons. Ils ont disparu après avoir accosté dans une petite crique isolée, mais la police a retrouvé leur planque. Un appartement loué sous un faux nom dans le quartier de l'Estac. » Mercier sortit d'autres photos.
un intérieur modeste mais propre. Des murs couverts de « Mon Dieu !» souffla Camille en portant une main à sa bouche. Les murs étaient tapissés de photos de Laurent. Laurent à son bureau, Laurent sortant de réunion, Laurent dans sa voiture. Et au milieu de ce sanctuaire morbide, une photo d'Isabelle avec une croix rouge peinte dessus et récemment ajoutée, une photo de Camille portant la même marque sinistre, un véritable hôtel dédié à son obsession, commenta sombrement Mercier. Nous avons également trouvé ceci. Il déposa sur la table un petit carnet rouge à la couverture usée. Le journal intime de Geneviève. Elle y a consigné ses pensées, pendant plus de 30 ans, depuis son arrivée au service de votre famille. Les passages concernant vous, Isabelle, et récemment Camille, sont troublants. Laurent feuilleta quelques pages, son visage s'assombrissant à chaque ligne lue. Elle est complètement dérangée. Le plus inquiétant, intervint Mercier, c'est cette dernière entrée, datée d'il y a 3 jours. Laurent lut à voix haute. J a tout préparé. Il croit que je suis morte. C'est parfait. La mère et la fille paieront ensemble. Elle comprendra enfin que nous sommes destinés l'un à l'autre. Rendez-vous fixé pour le 18, jour de notre première rencontre. Le 18, Laurent pâlit. C'est aujourd'hui. J'ai immédiatement contacté le commissaire Lefort, annonça Mercier. Il envoie des hommes ici, mais ils ne seront pas là avant 1 heure. La circulation est bloquée par un accident sur l'autoroute. Je vais prévenir maman, déclara Camille en se levant précipitamment. Attendez, l'arrêta Mercier. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Nous avons analysé les anciens relevés téléphoniques de Geneviève. Elle a passé plusieurs appels à un numéro interne de Dufresne Technologies le jour de la tentative d'assassinat à la clinique. Un numéro interne? Vous voulez dire qu'elle aurait un autre complice dans mon entreprise? C'est possible. Ou alors... Mercier fut interrompu par la sonnerie du téléphone fixe de la maison. Laurent décrocha, méfiant. Résidence Dufresne. Monsieur, c'est Marie, la cuisinière. Je voulais vous prévenir que le nouveau médecin est arrivé pour Madame Isabelle. Je l'ai conduit à sa chambre comme vous l'aviez demandé. Le sang de Laurent se glaça. Marie, je n'ai demandé aucun médecin, qui l'a laissé entrer. Mais c'est Pierre, le chauffeur. Il a dit que vous aviez appelé ce matin pour... Laurent laissa tomber le combiné et se précipita vers l'intérieur de la maison. Suivi par Camille et Mercier, ils gravirent l'escalier 4 à 4, le cœur battant. La porte de la chambre médicalisée d'Isabelle était entr'ouverte. À l'intérieur, un homme en blouse blanche se tenait au-dessus du lit, une seringue à la main. Isabelle, réveillée, le fixait avec terreur, plaquée contre ses oreillers. « Arrêtez !» hurla Laurent en se jetant sur l'intrus. L'homme se retourna, surpris, et Laurent reconnut immédiatement Jacques Mercier. Bien que vieilli depuis leur dernière rencontre, 25 ans plus tôt, le faux médecin leva sa seringue en un geste menaçant. « N'approchez pas, monsieur Dufresne !» siffla-t-il. « Un pas de plus, et j'injecte ce produit, croyez-moi, ce sera rapide, mais pas indolore. »« Jacques !» intervint le détective Mercier, les mains levées en signe d'apaisement. « Vous savez que vous ne pourrez pas sortir d'ici. La police est en route. » Un sourire mauvais déforma le visage de l'homme. Peu importe. Geneviève et moi avons attendu ce moment pendant 24 ans. Elle sera bientôt là pour terminer ce que nous avons commencé. Où est-elle ? demanda Laurent. Tentant de gagner du temps, plus près que vous ne le pensez, répondit une voix féminine derrière eux. Geneviève se tenait dans l'embrasure de la porte. Un pistolet à la main, ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, pendaient en mèches humides autour de son visage émacié. Ses vêtements élégants avaient laissé place à une tenue sombre et anonyme, mais ses yeux brillaient toujours de cette lueur d'obsession qui avait motivé ses actes criminels pendant des décennies. « Bonjour Laurent », dit-elle avec un sourire glacial. « Comme c'est touchant. Toute la famille réunie, exactement ce que je souhaitais. » Le silence dans la chambre était asphyxiant. Geneviève, son arme pointée sur le groupe, avança lentement dans la pièce tandis que Jacques maintenait sa seringue dangereusement proche du bras d'Isabelle. 24 ans. Articula Geneviève, son regard fou alternant entre Laurent et Isabelle. 24 ans à attendre ce moment, à te regarder souffrir, Laurent, à espérer que tu finirais par comprendre. Comprendre quoi, Geneviève ? demanda doucement Laurent, cherchant désespérément à gagner du temps. Que tu as détruit nos vies par jalousie. Un rictus déforma les lèvres minces de la gouvernante. Par amour,
Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour toi. L'amour ne détruit pas, intervint Camille, le regard rivé sur sa mère terrifiée. L'amour protège, construit. Tais-toi, cracha Geneviève. Tu n'aurais jamais dû exister. Un accident, une erreur de la nature. J'aurais dû vérifier qu'elle était bien morte ce jour-là. Laurent avança imperceptiblement, calculant ses chances d'atteindre Geneviève avant qu'elle ne tire. Mais le regard aiguisé de la gouvernante ne manqua pas son mouvement. « Ne bouge pas !» ordonna-t-elle en raffermissant sa prise sur l'arme. « Jacques, fais-le !» Le mécanicien approcha la seringue du bras d'Isabelle, qui ferma les yeux, tremblante. « Attendez !» s'écria Laurent. « Si vous la tuez maintenant, vous n'aurez jamais ce que vous voulez vraiment, Geneviève. » Elle hésita, intriguée. « Et qu'est-ce que je veux, selon toi? La reconnaissance, la vérité exposée au grand jour, ton amour proclamé publiquement. » Un éclair d'intérêt traversa le regard de la gouvernante. Laurent sentit qu'il avait touché un point sensible. Il continua, la voix calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Laisse-les vivre, Geneviève. Rends-toi à la police. Je témoignerai que tu as agi par amour. Le monde entier saura pourquoi tu as fait tout cela. »« Tu mens » siffla-t-elle. « Tu veux juste sauver ta précieuse Isabelle. »« Bien sûr que je veux la sauver. Et Camille aussi. Mais je ne mens pas. » Il la fixa intensément. « Tu mérites que ton histoire soit entendue, Geneviève. Après toutes ces années dans l'ombre, tu mérites la lumière. » Un doute traversa le regard de la gouvernante. Jacques s'agita nerveusement. « Ne l'écoute pas, Gêne. Il essaie de nous manipuler. » Au même moment, une sirène retentit au loin. Le visage de Geneviève se durcit instantanément. Trop tard pour les négociations, Laurent. Tout se passa alors très vite. Antoine Mercier, qui s'était lentement déplacé vers la droite pendant l'échange, bondit soudain vers Jacques. Laurent se jeta sur Geneviève. Un coup de feu retentit, assourdissant dans l'espace confiné de la chambre. Laurent sentit une douleur fulgurante irradier depuis son épaule, mais ne ralentit pas son élan. Il percuta Geneviève de plein fouet. L'envoyant valser contre le mur, l'arme glissa sur le parquet. Camille s'était précipitée vers le lit, faisant barrage de son corps pour protéger sa mère. Mercier luttait au sol avec Jacques, la seringue dangereusement proche de son cou. « Papa !» hurla Camille en voyant le sang qui imprégnait rapidement la chemise de Laurent. Geneviève, sonnée mais pas vaincue, rampait vers son arme. Laurent, malgré la douleur lancinante, se jeta à nouveau sur elle. Ils roulèrent au sol, chacun tentant de maîtriser l'autre. « Pourquoi ne comprends-tu pas ?» sanglotait Geneviève, griffant son visage. « J'ai tout sacrifié pour toi. » Des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit à la volée sur le commissaire Lefort et 3 policiers, armes au poing. « Personne ne bouge », ordonna Lefort en quelques secondes. La situation était sous contrôle. Jacques, maîtrisé par Mercier et un agent, fut menotté et emmené. Geneviève, effondrée au sol, ne résista pas quand 2 policiers la relevèrent pour la menotter. Alors qu'on l'entraînait hors de la chambre, elle se retourna vers Laurent, soutenue par Camille. « Tu regretteras ce jour, Laurent. Un jour, tu comprendras que j'avais raison. » Son visage, déformé par la haine et la folie, serait la dernière image que Laurent garderait d'elle. 3 mois plus tard, le palais de justice de Marseille bourdonnait d'activité. L'affaire Marchand-Mercier, comme l'avaient baptisé les médias, attirait une attention considérable. La salle d'audience était comble pour ce premier jour de procès. Laurent, Isabelle et Camille entrèrent ensemble. Escortée par des agents de sécurité, Isabelle, considérablement rétablie, marchait désormais avec une simple canne. Camille, qui avait commencé ses études de médecine comme prévu, dégageait une assurance nouvelle. Laurent, le bras encore en écharpe suite à sa blessure par balle, les guidait avec une fierté évidente. Ils prirent place au premier rang, derrière la table de l'accusation. Antoine Mercier vint les saluer avant de s'asseoir près d'eux. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il discrètement à Laurent. « Nerveux », admit celui-ci, mais soulagé que ce cauchemar touche enfin à sa fin. Les portes latérales s'ouvrirent pour laisser entrer les accusés. Jacques Mercier apparut d'abord, menottes aux poignets, l'air abattu, puis vint Geneviève Marchand, le dos droit malgré l'uniforme pénitentiaire qui semblait trop large pour sa silhouette amaigrie. Son regard balaya immédiatement la salle jusqu'à trouver Laurent. Pendant une fraction de seconde, leurs yeux se croisèrent. Laurent fut frappé par le vide qu'il y lut.
comme si toute humanité avait déserté cette femme qu'il avait côtoyée pendant 3 décennies sans jamais vraiment la connaître. Le juge entra et la séance fut déclarée ouverte. Le procureur se leva pour son réquisitoire introductif. Mesdames et messieurs les jurés, l'affaire qui nous occupe aujourd'hui est l'histoire d'une obsession mortelle qui a traversé les décennies. Geneviève Marchand et son complice Jacques Mercier sont accusés de tentative de meurtre sur Isabelle Fontaine. Aujourd'hui Girard, il y a 24 ans, de meurtre avec préméditation sur Marcel Fournier, ancien jardinier de la famille Dufresne, de tentatives répétées d'assassinat sur Isabelle Girard et sa fille Camille ces derniers mois. La liste des accusations était longue et accablante. Les preuves, nombreuses et irréfutables, le journal intime de Geneviève, sauvé des flammes par les enquêteurs, constituaient une pièce à conviction dévastatrice, détaillant avec une précision glaçante l'évolution de son obsession pour Laurent et sa haine pour Isabelle. Quand vint le tour de Laurent de témoigner, il s'avança à la barre, conscient du poids des regards qui pesaient sur lui. « Monsieur Dufresne, » commença l'avocat de la défense, « est-il vrai que vous aviez confié à ma cliente des responsabilités dépassant largement celles d'une simple gouvernante ?»« Geneviève gérait la maison depuis la mort de mes parents, » répondit Laurent. « Je lui faisais entièrement confiance. N'avez-vous jamais remarqué son attachement particulier à votre égard ?» Laurent hésita, mesurant ses mots. « Je la considérais comme un membre de la famille. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle nourrissait de tels sentiments, ni qu'elle était capable de telles actions. »« Vraiment ?» insista l'avocat. « En 30 ans, aucun signe, aucun comportement qui aurait pu vous alerter. » Laurent soutint son regard. L'être humain voit rarement ce qu'il ne s'attend pas à voir. « Maître, c'est ma plus grande faute dans cette histoire. J'aurais dû être plus attentif. » Son témoignage se poursuivit pendant plus d'1 heure, retraçant sa relation avec Isabelle, l'accident, les années de deuil, puis les retrouvailles miraculeuses et la découverte de Camille. À aucun moment il ne croisa délibérément le regard de Geneviève, même s'il sentait ses yeux fixés sur lui. Vint ensuite le témoignage d'Isabelle, particulièrement émouvant lorsqu'elle décrivit son réveil après l'accident, l'amnésie, puis la vie difficile qu'elle avait menée pour élever sa fille. Les jurés semblaient profondément touchés, plusieurs essuyant discrètement des larmes. Camille fut la dernière à témoigner ce jour-là. Avec une maturité impressionnante, elle raconta son enfance sans père, les sacrifices constants de sa mère, puis la découverte bouleversante de ses origines. « Ma mère m'a toujours dit que j'étais née de l'amour », conclut-elle en regardant droit vers Geneviève. « Aujourd'hui, je comprends pleinement ce que cela signifie. Aucune haine, aussi tenace soit-elle, n'a pu détruire cet amour. » Quand la séance fut levée pour la journée, Laurent, Isabelle et Camille quittèrent ensemble le tribunal, formant un front uni sous les flashs des photographes. Leur histoire avait captivé la France entière, non pas tant pour ses aspects sordides, mais pour ce miracle d'amour qui avait survécu contre toute attente. « Rentrons à la maison », murmura Laurent en serrant la main d'Isabelle. Leur maison, leur famille, des mots qui, enfin, prenaient tout leur sens. Le procès de Geneviève Marchand et Jacques Mercier s'était poursuivi pendant 2 semaines, attirant chaque jour davantage l'attention médiatique. Les révélations s'étaient succédé, chacune plus troublante que la précédente, dessinant le portrait d'une obsession maladive vieille de 30 ans. Jacques Mercier avait fini par craquer sous la pression et avait accepté de témoigner contre Geneviève en échange d'une réduction de peine. Son récit glaçant avait révélé comment Geneviève l'avait manipulé, exploitant son ressentiment après son licenciement pour l'impliquer dans son plan macabre. « Elle savait que je connaissais les voitures », avait-il déclaré à la barre. « Elle m'a promis une grosse somme d'argent pour saboter les freins de façon à ce que la défaillance n'intervienne qu'après plusieurs kilomètres. » Mais le moment le plus saisissant du procès était venu lorsque Geneviève elle-même avait pris la parole, refusant les conseils de son avocat, qui lui suggérait d'invoquer des troubles psychiatriques. « Je ne suis pas folle », avait-elle déclaré d'une voix étonnamment calme. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pleine conscience, et je le referai sans hésiter. Laurent m'appartient. Il a toujours été destiné à être avec moi. » Ces paroles, prononcées sans la moindre trace de remords, avaient glacé l'assistance. Le verdict était tombé comme une évidence. Culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Geneviève avait été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Jacques à 20 ans. Ce matin-là, 1 semaine après le verdict, Laurent se réveilla dans la chambre principale de la résidence Dufresne.
Isabelle blottit contre lui. Il contempla son visage paisible, encore émerveillé par cette seconde chance que la vie leur avait accordée. Son épaule blessée le lançait encore parfois, mais la douleur s'estompait progressivement, tout comme les cauchemars qui avaient hanté ses nuits pendant le procès. Il se leva doucement pour ne pas réveiller Isabelle et descendit à la cuisine où Camille, déjà habillée, préparait du café. « Bonjour, papa !» sourit-elle en lui tendant une tasse fumante. Ce simple mot, « papa », provoquait toujours en lui une vague de bonheur mêlée d'incrédulité. Il avait une fille, une jeune femme extraordinaire, intelligente et courageuse. « Tu es matinale », remarqua-t-il en s'asseyant au comptoir. « J'ai un cours important à 8 heures », expliqua Camille. « Anatomie cardiovasculaire. Tu t'en sors bien à la faculté ?»« Très bien, j'avais peur d'être en retard par rapport aux autres. Mais finalement, mes lectures pendant toutes ces années à veiller maman me donnent même une longueur d'avance dans certaines matières. » Laurent sourit, fier. Ils bavardèrent tranquillement, savourant cette normalité qui s'installait peu à peu dans leur vie. À 7 heures, Camille embrassa son père sur la joue et partit pour la faculté, son sac d'étudiante sur l'épaule. Laurent remonta pour trouver Isabelle éveillée, assise contre les oreillers, feuilletant un magazine. « J'ai entendu Camille partir », dit-elle en l'accueillant d'un sourire. « Notre fille est incroyablement disciplinée. Elle tient ça de toi », répondit Laurent en s'asseyant au bord du lit. Cette force tranquille face à l'adversité. Isabelle posa sa main sur celle de Laurent. « Le notaire vient aujourd'hui, n'est-ce pas ? À 10 heures. Tu es sûr de vouloir procéder maintenant ? Rien ne presse. »« Au contraire, » répondit-elle doucement. « Nous avons perdu assez de temps. Je veux que tout soit officiel. Mon nom, celui de Camille, je veux être ta femme, Laurent, dans tous les sens du terme. » Il porta sa main à ses lèvres. Ému par la simplicité et la profondeur de cette déclaration, « Madame Dufresne », murmura-t-il. « Ça sonne bien, tu ne trouves pas ?» La matinée avançait paisiblement. Le notaire était venu et reparti, laissant derrière lui des documents qui officialiseraient bientôt le changement de nom de Camille et la régularisation du statut d'Isabelle. Laurent travaillait dans son bureau tandis qu'Isabelle se reposait dans le jardin d'hiver. Leur mariage était prévu pour le mois suivant, une cérémonie intime avec seulement quelques proches. Camille serait leur témoin à tous les deux, un symbole puissant de cette famille enfin réunie. Le téléphone sonna. Laurent décrocha, s'attendant à un appel de son bureau. Laurent Dufresne. Monsieur Dufresne, commissaire Lefort à l'appareil. Le ton grave du policier mit immédiatement Laurent en alerte. « Que se passe-t-il, commissaire ? Je suis navré de vous déranger, mais nous avons un problème. Geneviève Marchand s'est évadée pendant son transfert vers la prison centrale ce matin. » Laurent sentit un froid glacial l'envahir. « Comment est-ce possible ? Je croyais que la sécurité était maximale. Elle a feint un malaise cardiaque. Pendant qu'on la transportait à l'hôpital, le fourgon a été attaqué. 2 gardiens sont blessés. Tout indique qu'elle avait des complices à l'extérieur. Jacques Mercier ? Non, il est toujours incarcéré et sous surveillance constante. Nous pensons à d'autres personnes. Geneviève a travaillé pour votre famille pendant 30 ans. Elle a pu tisser un réseau de relations dont nous ignorons l'existence. » Laurent se passa une main tremblante sur le visage. « Vous pensez qu'elle va essayer de nous retrouver ? C'est une possibilité que nous prenons très au sérieux. J'ai déjà envoyé une patrouille devant la faculté de médecine pour assurer la protection de votre fille et une autre équipe est en route vers votre domicile. Isabelle est ici avec moi, » précisa Laurent, jetant un regard anxieux vers le jardin d'hiver. « Je vais la prévenir immédiatement. Ne quittez pas la propriété, verrouillez tout. Mes hommes seront là dans moins de 10 minutes. » Laurent raccrocha et se précipita vers le jardin d'hiver. Isabelle était assise dans un fauteuil en rotin, un livre sur les genoux. Profitant du soleil qui filtrait à travers les verrières, elle leva les yeux en l'entendant entrer précipitamment. « Laurent, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il s'agenouilla près d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Geneviève s'est évadée. Le visage d'Isabelle se décomposa. « Oh mon Dieu, Camille, la police est déjà à la faculté. Elle est protégée. » Il serra ses mains pour la rassurer. « Des agents arrivent ici aussi. Nous devons juste rester calmes et prudents. » Isabelle hocha la tête, s'efforçant de maîtriser sa peur. Elle n'abandonnera jamais, n'est-ce pas ? Cette fois, elle n'aura pas le temps d'agir. Toutes les forces de police sont à sa recherche. Comme pour confirmer ses paroles, ils entendirent le crissement de pneus dans l'allée.
Laurent se dirigea vers la fenêtre et aperçut une voiture de police. 2 agents en descendirent, balayant les environs du regard. « Tu vois, ils sont déjà là. » Il aida Isabelle à se lever et l'accompagna vers le salon principal. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Des policiers sont venus me chercher à la fac. Ils me ramènent à la maison. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais bien. » Laurent montra le message à Isabelle qui poussa un soupir de soulagement. « Dieu merci. » Ils s'installèrent dans le salon, attendant l'arrivée des policiers. La sonnette de l'entrée retentit peu après. Laurent se dirigea vers la porte, vérifiant par le judas qu'il s'agissait bien des agents. « Monsieur Dufresne, police nationale », annonça l'un des hommes en montrant sa carte. Laurent ouvrit, rassuré par leur présence. « Merci d'être venu si rapidement. C'est notre devoir. Monsieur, nous allons établir un périmètre de sécurité autour de la propriété. Le commissaire Lefort nous rejoindra sous peu. » Les 2 agents entrèrent, inspectant rapidement les lieux du regard. « Madame est ici également », demanda l'un d'eux. « Dans le salon » répondit Laurent en les guidant. Isabelle se leva à leur entrée, leur adressant un sourire tendu. « Merci de nous protéger. Tout le plaisir est pour nous », répondit le plus âgé des 2 policiers, en sortant soudain un pistolet de son holster. Laurent se figea, incrédule. « Que faites-vous » Le second agent verrouilla la porte du salon et tira les rideaux. « Désolé pour cette mise en scène, monsieur Dufresne. Nous ne sommes pas vraiment de la police. »« Jacques avait raison », sourit le premier homme, pointant son arme alternativement sur Laurent et Isabelle. « Avec des uniformes et des badges bien imités, on entre n'importe où. » Un frisson glacial parcourut l'échine de Laurent. « Où est Geneviève ?»« Elle va arriver », répondit l'homme. « Elle tenait à faire une petite course avant de vous retrouver. » Isabelle s'était rapprochée de Laurent, tremblante. « Notre fille. Ne vous inquiétez pas pour elle, » ricana le faux policier. « Geneviève s'en occupe personnellement en ce moment même. » Camille savait que quelque chose clochait dès l'instant où elle monta dans la voiture des supposés policiers. Leur nervosité, leur regard fuyant, la façon dont ils évitèrent de répondre directement à ses questions, son instinct lui hurlait de fuir. Quand le véhicule prit une direction opposée à celle de la résidence Dufresne, ses soupçons se confirmèrent. « Excusez-moi, » dit-elle en feignant le calme. « Mais ce n'est pas la route vers la maison de mon père. »« Changement de programme, » répondit sèchement le conducteur. « Ordre du commissaire. » Camille glissa discrètement sa main dans son sac, cherchant son téléphone. Le second homme, assis à côté d'elle, intercepta son geste. « Pas de ça, mademoiselle, » dit-il en lui arrachant le sac. « Madame Marchand veut vous voir en personne, sans interruption. » La terreur l'envahit, mais la jeune femme se força à rester lucide. Son regard accrocha le rétroviseur, où elle capta celui du conducteur. C'est alors qu'elle l'a reconnu. Cette lueur particulière, ce mélange de détermination et de folie qu'elle avait déjà vu chez Geneviève lors de leur confrontation à la résidence. « Elle est dans la voiture », réalisa soudain Camille à haute voix. Un rire sec retentit depuis le siège passager avant. La silhouette qu'elle avait prise pour un agent de police se retourna, retirant la casquette d'uniforme pour révéler le visage émacié de Geneviève Marchand. « Perspicace, la petite !» ricana-t-elle. « Tout comme ta mère, malheureusement pour toi. »« Que voulez-vous » demanda Camille, s'efforçant de contrôler le tremblement de sa voix. « Finir ce que j'ai commencé il y a 24 ans, » répondit simplement Geneviève. « Ton cher père est probablement en train de comprendre que sa famille parfaitement reconstituée va à nouveau voler en éclats. » La voiture s'engageait maintenant sur une route côtière que Camille reconnut avec effroi, la route de Cassis, celle-là même où sa mère avait eu son accident 2 décennies plus tôt. « L'histoire se répète », murmura Geneviève, comme si elle lisait dans ses pensées. « Sauf que cette fois, nous nous assurerons qu'il n'y ait pas de survivantes. » À la résidence Dufresne, Laurent et Isabelle étaient assis côte à côte sur le canapé du salon. Sous la menace des armes des faux policiers, Laurent cherchait désespérément une issue, évaluant chaque option qui se présentait à son esprit. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il à l'homme qui semblait diriger l'opération. « Vous savez que vous ne pourrez pas vous en sortir. Geneviève est déjà condamnée. Vous ne ferez qu'aggraver votre cas. » L'homme haussa les épaules. « J'ai une dette envers elle. Et croyez-moi, on ne veut pas avoir Geneviève Marchand comme créancière. » La sonnette de l'entrée retentit soudain, faisant sursauter tout le monde. Les 2 hommes échangèrent un regard inquiet. « Qui est-ce » siffla celui qui tenait l'arme. « Probablement les vrais policiers. »
répondit Laurent. Le commissaire Lefort devait venir. Allez voir, ordonna l'homme à son complice. Et pas d'héroïsme. Ou je tire. Le second homme sortit du salon, laissant la porte entr'ouverte. Laurent et Isabelle entendirent la porte d'entrée s'ouvrir, puis une voix familière. « Bonjour, je cherche monsieur Dufresne, je suis Antoine Mercier. » Le détective. Laurent sentit une lueur d'espoir. Mercier était perspicace. Il remarquerait sûrement que quelque chose n'allait pas. « Il n'est pas disponible pour le moment, » répondit le faux policier. « Vous devriez revenir plus tard. »« C'est étrange, » insista Mercier. « Nous avions rendez-vous. Et pourquoi portez-vous un uniforme de police ? » « Je croyais que vous étiez des agents de sécurité privée. » Un silence tendu suivit, puis un bruit sourd, comme un corps qui tombe. Le faux policier, resté dans le salon, jura entre ses dents et se dirigea vers la porte, son arme toujours pointée vers le couple. C'était l'occasion que Laurent attendait. D'un mouvement fluide, il bondit du canapé et se jeta sur l'homme, agrippant son bras armé. Le coup partit, la balle se logeant dans le plafond, ils luttèrent violemment, basculant contre une table basse qui se brisa sous leur poids. Isabelle, malgré sa faiblesse, saisit un lourd vase et le fracassa sur la tête de l'agresseur. L'homme s'écroula, assommé. Laurent s'empara de son arme au moment où Antoine Mercier entrait dans la pièce, traînant le corps inconscient du second complice. « Dieu merci, vous êtes là !» s'exclama Isabelle. « Le commissaire m'a appelé après avoir essayé de vous joindre sans succès, » expliqua rapidement le détective. « Quelque chose me disait que Geneviève ne perdrait pas de temps. » Laurent se relevait péniblement quand la réalisation le frappa comme une massue. « Camille, elle est en danger. J'ai essayé de la contacter en venant ici, » répondit Mercier. Son téléphone sonne dans le vide. Laurent se précipita sur son propre téléphone. « Je peux la localiser grâce à l'application de partage que nous avons installée après la première tentative de Geneviève. » Ses doigts, tremblants, manipulèrent l'écran. « Mon Dieu, elle est sur la route de Cassis. » Isabelle pâlit. « La même route que... » « Exactement, » confirma Laurent, déjà en mouvement vers la sortie. Geneviève rejoue sa mise en scène morbide, mais pas cette fois. Cette fois, nous arriverons à temps. La voiture filait dangereusement sur la route sinueuse. Longeant les falaises escarpées qui plongèrent dans la Méditerranée, Camille, sur le siège arrière, observait le paysage avec une terreur grandissante. Ils approchèrent du virage fatal où sa mère avait basculé dans le vide 24 ans plus tôt. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-elle au conducteur, tentant une dernière approche. « Vous pouvez encore vous en sortir, contrairement à elle. »« La ferme, » aboya Geneviève depuis le siège avant. « Il fait exactement ce que je lui dis de faire. » Comme toujours. Camille remarqua alors la ressemblance entre les deux. Les mêmes yeux, la même ligne de mâchoire. « C'est votre fils, » comprit-elle soudain. « Vous avez un fils. » Un rictus déforma le visage de Geneviève. Thomas a toujours été un bon garçon. Il comprend ce que Laurent n'a jamais voulu voir, que nous étions destinés l'un à l'autre. « Maman », intervint Thomas, visiblement mal à l'aise. « On arrive au virage. Tu es sûre que c'est ce que tu veux ? » « Absolument », confirma Geneviève, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. « Au dernier moment, tu sauteras. J'emmènerai cette abomination avec moi dans la mer, puis tu iras t'occuper de Laurent et Isabelle avec les autres. Et ensuite, demanda-t-il, hésitant. Ensuite, tu disparaîtras comme prévu, avec l'argent que nous avons mis de côté pendant toutes ces années. » Camille comprit avec horreur que Geneviève n'avait pas l'intention de survivre. Elle voulait mourir en emportant la fille de Laurent avec elle, ultime vengeance contre le couple qui avait osé défier son obsession. Le virage approchait. Camille, qui avait discrètement défait sa ceinture pendant leur conversation, rassembla tout son courage. Quand Thomas ralentit légèrement pour aborder la courbe, elle se jeta en avant, saisissant le volant à deux mains. La voiture fit une embardée violente, heurtant la glissière de sécurité. « Qu'est-ce que tu fais ?» hurla Geneviève en tentant de la repousser. Dans la confusion qui suivit, la voiture zigzaga dangereusement. Thomas freina brusquement, en voyant le véhicule dans un tête-à-queue incontrôlable. Ils s'immobilisèrent à quelques mètres seulement du bord de la falaise, le moteur calé. Geneviève, folle de rage, se retourna complètement et agrippa Camille à la gorge. « Tu vas mourir de mes mains, finalement. C'est encore mieux. » Camille luttait pour respirer, quand un crissement de pneus retentit derrière eux. Une voiture s'arrêta dans un dérapage.
et Laurent en jaillit, suivi par Antoine Mercier. « Lâche-la !» hurla Laurent en courant vers le véhicule. Geneviève raffermit sa prise, ses yeux injectés de sang fixés sur Camille. « Trop tard, Laurent, tu vas la regarder mourir, comme j'ai dû te regarder aimer une autre pendant toutes ces années. » Mais Thomas, dans un sursaut inattendu, saisit le poignet de sa mère. « Arrête, maman, ça suffit !» Ce moment d'hésitation permit à Camille de se dégager et d'ouvrir la portière. Elle s'effondra sur l'asphalte, toussant et haletant, tandis que Laurent se précipitait vers elle. Geneviève, voyant son plan s'effondrer, poussa un hurlement de rage pure, d'un geste vif. Elle s'empara du revolver caché sous son siège et le pointa vers Laurent et Camille. « Si je ne peux pas t'avoir, » cria-t-elle, « personne ne t'aura. » Le coup de feu retentit. Assourdissant dans l'air marin, mais ce n'était pas Geneviève qui avait tiré. Thomas, dans un dernier acte de rédemption, avait détourné l'arme vers le ciel, la balle se perdit dans les nuages, Mercier les rejoignit en quelques enjambées et maîtrisa rapidement Geneviève qui s'était effondrée en sanglots hystériques dans les bras de son fils. « C'est fini » murmura Laurent en serrant Camille contre lui. « Cette fois, c'est vraiment fini. » 1 mois plus tard, la chapelle de la résidence Dufresne était décorée de fleurs blanches et de rubans argentés. Laurent, élégant dans son costume sombre, attendait devant l'autel, Camille à ses côtés comme témoin. La jeune femme rayonnait dans une simple robe bleu pâle, l'anneau d'argent brillant à son doigt, cet anneau qui avait traversé les décennies pour finalement réunir leur famille. Les portes s'ouvrirent sur Isabelle, éblouissante dans une robe couleur crème qui soulignait sa silhouette retrouvée. Les traitements avaient fait des miracles, et elle avançait d'un pas ferme, sans canne, vers l'homme qui l'avait attendue pendant 24 ans, quand elle le rejoignit devant le prêtre. Laurent prit délicatement sa main. « Tu es magnifique », murmura-t-il. « Je suis heureuse », répondit-elle simplement. La cérémonie fut brève, mais intense en émotion. Lorsque vint le moment d'échanger les alliances, Camille s'avança, portant sur un coussin 2 anneaux d'or. Mais avant que Laurent ne prenne celui destiné à Isabelle, celle-ci retira l'anneau d'argent du doigt de Camille. « Cet anneau nous a réunis, » dit-elle doucement. « Il a survécu à l'accident, aux années de séparation, à la haine et à la violence. C'est lui que je veux porter pour le restant de mes jours. » Laurent acquiesça. Ému aux larmes, il glissa l'anneau d'argent au doigt d'Isabelle, scellant ainsi leur union tant de fois différée. Geneviève Marchand avait été déclarée irresponsable de ses actes et internée dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Son fils Thomas, qui avait coopéré pleinement avec la justice, avait bénéficié d'une peine réduite. Le cauchemar était enfin terminé, tandis que les nouveaux mariés échangeaient leur premier baiser sous les applaudissements des invités. Un rayon de soleil perça les vitraux de la chapelle, illuminant l'anneau d'argent d'une lueur presque surnaturelle, comme un symbole que leur amour, enfin, avait triomphé du temps et des ténèbres.